Les films dystopiques sont souvent présentés comme des récits d'anticipation, des fictions tournées vers un avenir inquiétant, des mondes imaginaires où l'humanité aurait franchi une ligne irréversible. On les regarde comme des avertissements lointains, presque confortables, en se disant que tout cela appartient encore au domaine de la fiction. Pourtant, la dystopie ne parle presque jamais de demain, elle parle de maintenant. Elle parle de ce que nous sommes déjà en train de devenir, parfois sans le savoir, parfois en fermant volontairement les yeux. La dystopie ne prédit pas l'avenir, elle observe le présent et le pousse jusqu'à ses limites. Elle prend une peur contemporaine, la perte de liberté, la surveillance, la déshumanisation, l'effacement du lien, le contrôle des corps, la disparition du futur. Et elle l'exacerbe, non pour le plaisir du spectacle, mais pour nous obliger à regarder ce que nous préférerions ne pas voir. Ce qui rend ces films si troublants, ce n'est pas leur radicalité, mais leur familiarité. Les villes sont plus sombres, les lois plus strictes, les régimes plus violents, mais les mécanismes sont déjà là, dans nos habitudes, dans nos renoncements quotidiens, dans cette lente acceptation de ce qui semblait hier encore inacceptable. La dystopie fonctionne comme un miroir déformant, mais un miroir honnête. Elle grossit les traits pour révéler les failles. Elle montre ce qui se produit lorsque la recherche de sécurité l'emporte sur la liberté, lorsque l'ordre écrase le vivant, lorsque le confort devient une valeur plus importante que le sens. Elle interroge notre rapport au pouvoir, à la technologie, au corps, à l'autre, mais surtout à notre capacité de dire non. Car la question centrale de toute dystopie n'est jamais vraiment politique ou technologique. Elle est profondément morale. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être protégés, rassurés, organisés? Et que sommes-nous prêts à sacrifier en échange? Ce qui traverse ces récits, de Metropolis à Children of Men, de 1984 à Her, de Brazil à Hunger Games, c'est toujours la même inquiétude sourde, celle d'un monde qui continue de fonctionner tout en perdant progressivement ce qui le rend humain. Un monde où l'on vit, mais où l'on ne transmet plus, où l'on obéit, mais où l'on ne choisit plus, où l'on survit, mais où l'avenir se dérobe. La dystopie n'annonce pas l'effondrement par le chaos, mais par l'habitude. Elle montre des sociétés qui ne s'écroulent pas brutalement, mais qui s'installent dans une normalité appauvrie, anesthésiée, administrée. Et pourtant, malgré leur noirceur, les dystopies ne sont jamais des récits du désespoir absolu. Elles laissent toujours filtrer une faille, une résistance, un geste, une étincelle. Un personnage qui refuse, qui doute, qui désobéit, parfois au prix même de sa vie. Comme si ces films nous rappelaient que la liberté n'est jamais donnée une fois pour toutes, qu'elle se défend dans les marges, dans les détails, dans les décisions invisibles, que l'humain ne disparaît jamais complètement, tant qu'il reste quelqu'un pour dire non. Nous allons traverser ces mondes dystopiques, non pas comme des curiosités de science-fiction, mais comme des miroirs tendus vers notre présent. Nous allons interroger ce qu'ils disent de notre rapport à la technique, au pouvoir, au corps, aux liens, à l'avenir. Non pour prédire ce qui nous attend, mais pour comprendre ce que nous acceptons déjà. Car si la dystopie nous inquiète tant, c'est peut-être parce qu'elle ne nous montre pas un futur à craindre, mais un présent à interroger. Il y a, au cœur de presque toutes les dystopies, une peur primitive, sourde, persistante. Celle de cesser d'être pleinement humain. Non pas au sens biologique, mais au sens existentiel. La peur de devenir interchangeable, remplaçable, fonctionnel. La peur de n'être plus qu'un rôle à tenir, une tâche à accomplir, un comportement à reproduire. La dystopie commence souvent là, dans ce glissement imperceptible où l'individu cesse d'être une fin pour devenir un moyen. Metropolis, dès 1927, posait déjà les bases de cette angoisse. Fritz Lang filme une société littéralement scindée en deux, où la verticalité de la ville
traduit une hiérarchie absolue. En haut, les cerveaux qui pensent, décident, planifient. En bas, les corps qui exécutent. Les ouvriers descendent chaque jour dans les entrailles de la cité comme on entre dans une machine vivante, avalée par un système qui les dépasse. Leurs gestes sont répétitifs, mécaniques, synchronisés à un rythme qui n'est plus le leur. À force de se plier à la cadence imposée, leurs corps finissent par épouser la logique de la machine elle-même. L'homme ne se sert plus de la technique, il en devient l'extension. Ce que Metropolis montre avec une puissance visuelle encore saisissante aujourd'hui, c'est que la déshumanisation ne passe pas nécessairement par la violence explicite. Elle passe par l'organisation du travail, par la fragmentation des tâches, par la perte de sens. Lorsque l'individu ne comprend plus ce qu'il fait, lorsqu'il ne voit plus l'ensemble, lorsqu'il n'est responsable que d'un geste isolé, il perd peu à peu la conscience de lui-même. Hannah Arendt parlera plus tard de cette logique dans son analyse du totalitarisme. Le mal radical ne naît pas toujours de la cruauté, mais de la banalité, de l'obéissance, de la réduction de l'homme à une fonction. Cette même mécanique est reprise des décennies plus tard dans Brazil, mais sous une forme différente, plus absurde, presque burlesque. Ici, l'ennemi n'est plus la machine industrielle, mais la bureaucratie. Les couloirs sont interminables, les bureaux s'enchevêtrent. Les papiers circulent plus vite que les êtres humains. Sam Lowery ne subit pas une oppression spectaculaire. Il est écrasé par des procédures absurdes, par des erreurs administratives qui détruisent des vies sans que personne n'en porte réellement la responsabilité. Tout le monde applique les règles, et précisément pour cette raison, plus personne ne pense. Brazil montre une société où la déshumanisation passe par la normalisation. Chacun fait son travail, chacun respecte la procédure, chacun se protège derrière un règlement. La violence n'est plus assumée, elle est diluée. Le système fonctionne parce que personne ne se sent coupable. Et c'est peut-être là l'un des avertissements les plus puissants de la dystopie. Lorsque plus personne ne se sent responsable, plus personne n'est humain. La logique bureaucratique, poussée à l'extrême, transforme l'homme en relais impersonnel, en simple maillon d'une chaîne qui n'a plus de visage. Avec THX 1138, la déshumanisation atteint un autre seuil. Il ne s'agit plus seulement de contrôler le travail ou l'organisation sociale, mais d'intervenir directement sur l'intériorité. Les émotions sont régulées chimiquement, la tristesse, le désir, l'angoisse sont perçus comme des dysfonctionnements. Le bonheur devient une obligation médicale. Le malaise n'est plus un signal à écouter, mais un symptôme à supprimer. La société ne cherche plus à convaincre ou à contredire. Elle ajuste. Ce que cette dystopie met en lumière, c'est une tentation profondément moderne, celle de vouloir éliminer toute forme de souffrance, sans se demander ce que cette souffrance signifie. Or, supprimer la souffrance, c'est souvent supprimer la possibilité même de la liberté. Car ressentir, c'est déjà se situer, c'est éprouver un manque, un désir ou encore une tension. En neutralisant l'émotion, on neutralise aussi la capacité de dire non. Michel Foucault l'avait pressenti. Le pouvoir le plus efficace n'est pas celui qui frappe, mais celui qui administre les corps et les esprits au nom du bien-être. Dans ces trois films donc, pourtant très différents par leur esthétique et leur époque, une même question affleure. Que reste-t-il de l'humain lorsque l'on optimise tout, lorsque le travail est parfaitement organisé, lorsque les procédures sont infaillibles, lorsque les émotions sont stabilisées, lorsque la souffrance est supprimée? La dystopie ne condamne pas le progrès en tant que tel. Elle interroge ce que nous sommes prêts à perdre pour qu'un système fonctionne sans friction. Car ce qui disparaît peu à peu, ce n'est pas seulement la liberté individuelle, mais la possibilité même de se penser comme sujet. L'homme devient prévisible, mesurable, ajustable. Il n'est plus un être en devenir, mais une variable à stabiliser. Et cette logique
La dystopie nous le rappelle, ne s'impose jamais brutalement. Elle s'installe doucement, au nom de l'efficacité, de l'ordre, du confort et du bien commun. La déshumanisation n'est donc pas un événement spectaculaire, c'est un processus lent, presque invisible. Elle commence lorsqu'on accepte de n'être plus qu'un rouage, lorsque l'on cesse de questionner ce que l'on fait, lorsque l'on confond le bon fonctionnement d'un système avec la dignité humaine. Les films dystopiques nous tendent alors un miroir inquiétant. Ils ne montrent pas des monstres, ils montrent des sociétés parfaitement organisées, où tout va bien, sauf l'essentiel. Et c'est précisément à cet endroit que la dystopie devient politique, mais aussi profondément philosophique. Elle nous oblige à nous demander non pas seulement comment fonctionne notre monde, mais ce que ce fonctionnement fait de nous. Après avoir réduit l'homme à une fonction, la dystopie franchit un seuil supplémentaire. Elle ne se contente plus d'organiser les corps, elle organise les regards. Car une société qui déshumanise a besoin de surveiller pour se maintenir. La surveillance n'est pas seulement un outil de sécurité, elle devient une manière de structurer le réel, d'orienter les comportements, de fabriquer de l'obéissance sans avoir à la réclamer ouvertement. Dans 1984, le regard de Big Brother est partout, mais surtout il est intériorisé. L'écran ne se contente pas d'observer, il rappelle sans cesse sa présence. Ce que Orwell met en scène n'est pas une simple dictature visible, brutale, mais un régime où la surveillance devient une atmosphère. Winston n'est pas seulement surveillé dans ses gestes, il l'est dans ses pensées. Le véritable crime n'est pas l'acte, mais l'écart intérieur, le doute, la pensée divergente. La dystopie bascule alors dans une logique terrifiante. La liberté ne se mesure plus à ce que l'on fait, mais à ce que l'on s'autorise à penser. Ce qui rend 1984 si inquiétant, ce n'est pas l'omniprésence du pouvoir, mais le fait que ce pouvoir n'a plus besoin de frapper en permanence. Il est déjà installé dans les consciences. La peur ne vient pas de la violence immédiate, mais de la possibilité constante de la violence. Michel Foucault décrivait ce mécanisme à travers la métaphore du panoptique, un dispositif où l'on ne sait jamais si l'on est observé, mais où l'on se comporte comme si on l'était toujours. La surveillance devient alors une autosurveillance. Le pouvoir n'a plus besoin d'être extérieur, il devient intérieur. V for Vendetta reprend cette idée, mais la déploie sur un mode plus spectaculaire, plus politique. Le régime totalitaire ne s'appuie pas uniquement sur la technologie, mais sur la peur soigneusement orchestrée. Le discours officiel, la propagande, la répétition des mêmes récits transforment l'ennemi en nécessité. La population accepte la surveillance parce qu'on lui a appris à craindre le chaos plus que l'oppression. Le film montre ainsi que le contrôle le plus efficace n'est jamais celui qui se présente comme tel, mais celui qui se justifie moralement. On surveille pour protéger, on restreint pour sécuriser, on contrôle pour le bien commun. La figure de V surgit alors comme une anomalie, non pas parce qu'il est plus fort ou plus intelligent, mais parce qu'il refuse la logique de la peur. Il comprend que la véritable prison n'est pas matérielle, mais mentale. Que tant que les individus acceptent le récit du pouvoir, celui-ci n'a pas besoin de chaînes visibles. La dystopie rappelle ici une vérité dérangeante. Les régimes autoritaires ne tiennent pas seulement par la force, mais par l'adhésion, par la peur partagée, ou encore par l'habitude. Minority Report déplace cette réflexion dans un futur technologique où la surveillance ne punit plus ce qui a été fait, mais ce qui pourrait être fait. Le crime est anticipé, neutralisé, avant même d'exister. À première vue, le système semble parfait. Plus de meurtres, plus de violences, plus de victimes. Mais ce que le film interroge, c'est le prix de cette perfection. En jugeant les intentions, la société supprime la possibilité du changement. Elle nie l'idée même de liberté morale. Car être libre, ce n'est pas seulement pouvoir agir, c'est pouvoir ne pas agir, pouvoir se tromper, pouvoir renoncer. Dans Minority Report, la dystopie n'est pas tant dans la technologie que dans la logique qui la sous-tend.
La société ne tolère plus l'imprévu. Elle refuse le risque inhérent à l'existence humaine. Tout doit être maîtrisé, sécurisé, anticipé. Or, en supprimant le risque, on supprime aussi la responsabilité. Si l'avenir est déjà écrit, si les comportements sont prévisibles, alors l'homme n'est plus un sujet, mais une donnée. Ce que ces films montrent, chacun à leur manière, c'est que la surveillance n'est jamais neutre. Elle transforme la relation que nous entretenons avec nous-mêmes. Elle modifie nos gestes, nos paroles, nos pensées. Peu à peu, nous ne faisons plus ce que nous pensons juste, mais ce que nous pensons acceptable. La dystopie ne décrit pas une société où tout est interdit, mais une société où chacun s'auto-censure, par prudence, par peur, par fatigue. La frontière entre protection et contrôle devient alors floue. La surveillance est présentée comme une nécessité, un mal moindre, une réponse rationnelle à un monde perçu comme dangereux. Et c'est précisément là que réside le danger, car lorsqu'un système promet la sécurité absolue, il exige en échange une transparence totale. Plus rien ne doit échapper au regard. Plus rien ne doit rester opaque, ambigu, secret. Or, c'est souvent dans ces zones d'ombre que se loge la liberté. La dystopie nous met ainsi face à une question profondément contemporaine. Qu'acceptons-nous de sacrifier pour être en sécurité? À partir de quel moment la protection devient-elle une forme d'enfermement? Et surtout, que devient l'individu lorsque le regard du pouvoir ne se contente plus d'observer, mais façonne les comportements de l'intérieur? En montrant des sociétés où la surveillance est omniprésente, mais presque invisible, les films dystopiques nous rappellent que la liberté ne disparaît pas toujours sous la contrainte brutale. Elle s'érode souvent dans le confort, dans l'habitude, dans la peur intériorisée. Et lorsque la surveillance devient normale, ce n'est pas seulement le monde extérieur qui change, c'est notre manière d'exister. Il existe une étape supplémentaire dans la logique dystopique, peut-être la plus silencieuse, la plus douloureuse aussi. Celle où la société ne se contente plus de contrôler les corps ou les esprits, mais où le lien humain lui-même se défait. Là, la dystopie cesse d'être seulement politique ou technologique. Elle devient existentielle. Ce qui disparaît n'est plus seulement la liberté, mais la possibilité même d'un avenir partagé. Le futur, tout simplement, se retire. Children of Men est sans doute l'un des films qui incarne le plus radicalement cette angoisse. L'humanité est devenue stérile. Plus aucun enfant ne naît. Le monde continue pourtant de fonctionner. Les villes sont debout, les institutions existent encore, les gouvernements administrent, la police maintient l'ordre. Mais quelque chose d'essentiel a disparu. Sans naissance, il n'y a plus de projection, plus de transmission, plus d'espérance collective. La société se replie sur la gestion du présent, sur la survie immédiate, sur la peur de l'autre. Les migrants sont parqués, les violences se banalisent, la compassion s'érode. Ce n'est pas l'apocalypse par l'explosion, mais l'extinction lente par l'épuisement du sens. Ce que Children of Men met en scène, c'est une humanité qui ne croit plus en elle-même. Sans futur, le présent devient brutal. Sans enfant, la vie n'est plus qu'un temps à traverser, non un monde à transmettre. Le bébé, lorsqu'il apparaît enfin, n'est pas seulement un miracle biologique, il est un choc ontologique. Il rappelle à tous, même aux soldats, même aux ennemis, que quelque chose de fragile mérite encore d'être protégé. La dystopie révèle ici une vérité fondamentale. Le lien humain n'existe que parce qu'il s'inscrit dans le temps long, dans la promesse d'un après. Heure aborde cette même rupture du lien, mais sur un mode beaucoup plus intime, presque feutré. La société n'est pas en ruine, elle est propre, fluide, confortable. Les individus travaillent, sourient, communiquent. Et pourtant, ils sont profondément seuls. Les relations humaines sont remplacées par des interfaces, des voix artificielles, capables de s'adapter parfaitement aux besoins émotionnels de chacun. Théodore tombe amoureux d'une intelligence artificielle, non pas parce qu'il est naïf, mais parce que cette relation est sans friction, sans conflit, sans altérité réelle. Heure montre une dystopie douce, presque séduisante, où la technologie promet de combler le manque sans jamais confronter à l'autre. Mais aimer sans risque, c'est aussi
Aimer sans profondeur. La relation devient un miroir rassurant, non une rencontre. Le lien humain dans ce monde ne disparaît pas brutalement. Il se dilue. Il est remplacé par une simulation de proximité qui évite la complexité, la vulnérabilité, la possibilité de la perte. La dystopie révèle ici une autre peur contemporaine, celle de préférer la relation maîtrisée à la relation vécue. Le film Equals pousse cette logique encore plus loin en montrant une société où les émotions sont interdites, considérées comme des maladies. Aimer devient un acte subversif. Ressentir devient dangereux. Le film met en scène une humanité qui a cru pouvoir se protéger de la souffrance en supprimant l'affect, mais qui a surtout supprimé toute intensité de l'existence. Là encore, la dystopie ne condamne pas le désir de paix, elle interroge le prix à payer pour l'obtenir. Un monde sans douleur est-il encore un monde habitable? Le labyrinthe et Je suis une légende abordent la rupture du lien humain sous une autre forme, celle de l'enfermement et de l'isolement radical. Dans le labyrinthe, des adolescents sont enfermés dans un labyrinthe dont ils ignorent les règles et les finalités. Coupés du monde, privés de mémoire, ils doivent reconstruire une forme de collectif à partir de presque rien. Le lien humain devient une question de survie. La dystopie montre ici une jeunesse sacrifiée, utilisée comme matériau d'expérimentation, privée de transmission et condamnée à réinventer le monde sans héritage. Je suis une légende, quant à lui, radicalise l'isolement jusqu'à l'extrême. Robert Neville est seul dans une ville déserte, entouré de traces d'une humanité disparue. Le film n'est pas seulement un récit post-apocalyptique, c'est une méditation sur la solitude. Le dialogue avec le mannequin, la répétition des gestes, la tentative désespérée de maintenir une routine humaine, montrent à quel point le lien avec l'autre est constitutif de l'identité. Sans regard extérieur, sans altérité, l'homme se dissout lentement. La dystopie devient alors une expérience intime. Que reste-t-il de nous lorsque plus personne ne peut nous reconnaître? À travers ces films, la dystopie met en lumière une peur profondément contemporaine, celle de vivre dans un monde où les individus coexistent sans réellement se rencontrer, où la technologie, la peur ou l'effondrement ont brisé les fils invisibles qui relient les êtres entre eux. La fin du lien humain n'est pas toujours spectaculaire. Elle se manifeste par le silence, par l'isolement, par l'incapacité à transmettre et par la disparition de l'avenir comme horizon commun. Ce que la dystopie révèle ici, c'est que la survie biologique ne suffit pas. Un monde peut continuer à fonctionner, à produire, à s'organiser tout en étant déjà mort sur le plan symbolique. Sans lien, sans transmission, sans futur partagé, l'humanité se vide de sa substance. Elle devient une juxtaposition d'existence solitaire, privée de sens commun. Et pourtant, dans ces récits sombres, un motif revient sans cesse. La fragilité du lien, lorsqu'elle survit malgré tout, devient une force inouïe. Un enfant, une rencontre, un geste de solidarité, une émotion interdite suffisent parfois à fissurer le système. La dystopie nous rappelle alors que le lien humain, même menacé, même affaibli, reste le dernier bastion de résistance face à l'effondrement. Lorsque la dystopie a organisé le travail, surveillé les esprits et fragilisé les liens, il lui reste encore un dernier espace à conquérir, le corps. Non plus seulement comme force de production ou comme objet de soin, mais comme territoire politique à part entière. Le corps devient alors le lieu où le pouvoir s'exerce de la manière la plus directe, la plus intime, la plus irréversible. Contrôler le corps, c'est assurer que la domination ne reste pas abstraite. C'est faire du pouvoir une expérience vécue, ressentie, incorporée. Orange Mécanique est sans doute l'un des films les plus dérangeants à cet égard. Kubrick ne se contente pas de montrer la violence d'Alex, il interroge la réponse que la société apporte à cette violence. Le conditionnement qu'il subit vise à supprimer son libre arbitre, à l'empêcher physiquement de faire le mal. Le corps réagit avant même que la pensée n'émerge. Alex devient incapable de choisir. Et c'est précisément là que le film pose la question la plus troublante.
Un homme privé de la possibilité de faire le mal peut-il encore être considéré comme moralement bon? En neutralisant le corps, la société croit neutraliser la violence, mais elle détruit la responsabilité. La dystopie révèle ici une vérité vertigineuse. Sans liberté corporelle, il n'y a plus de liberté morale. Cette logique se radicalise dans Battle Royale ou encore Hunger Games, où le corps des adolescents devient un instrument politique explicite. La jeunesse est sacrifiée, mise en scène, offerte au regard collectif comme une leçon. La violence n'est pas seulement tolérée, elle est ritualisée. Elle devient un spectacle destiné à maintenir l'ordre social. Le pouvoir n'a même plus besoin de se cacher, il s'exhibe. Les corps qui souffrent, qui meurent, deviennent des messages. La dystopie montre ici une société qui se maintient en canalisant la violence vers des victimes désignées, en transformant la mort en divertissement, en normalisant l'inacceptable par sa répétition. Ce qui est frappant dans Hunger Games, ce n'est pas seulement la cruauté du dispositif, mais la manière dont il est accepté, commenté, suivi, consommé. Le spectacle anesthésie la compassion. La distance entre le corps souffrant et le spectateur devient un gouffre moral. Et lorsque Katniss surgit comme figure de résistance, ce n'est pas par sa force physique, mais par sa capacité à réintroduire de l'humanité là où il n'y avait plus que des règles. Son corps, refusant de jouer pleinement le jeu, devient un lieu de contestation. La planète des singes, dans ses versions modernes, aborde ces questions du corps politique à travers l'intelligence et l'évolution. César est d'abord un corps manipulé, utilisé comme cobaye, instrumentalisé au nom du progrès scientifique. Son corps, modifié, augmenté, devient une menace pour l'ordre établi. La dystopie interroge ici la frontière entre l'humanité et l'animalité, non pour hiérarchiser, mais pour révéler l'arbitraire du pouvoir. Qui décide de la valeur d'un corps? Qui a le droit de dominer, d'exploiter, d'enfermer? À travers César, le corps devient porteur de mémoire et de révolte. Il se souvient des coups, des cages, de l'humiliation. Et c'est cette mémoire corporelle qui nourrit la résistance. La dystopie rappelle ainsi que le corps n'est jamais neutre. Il porte les traces du pouvoir, mais aussi les germes de la contestation. Michel Foucault l'avait montré. Le pouvoir moderne s'exerce sur les corps, les discipline, les normalise. Mais c'est aussi par les corps que la résistance s'invente. Dans ces films, le contrôle du corps est toujours présenté comme nécessaire, rationnel, justifié. Il s'agit de protéger, de pacifier, de maintenir l'ordre. Mais la dystopie révèle ce que ce discours masque. Le corps contrôlé est un corps réduit, privé de spontanéité, de désir, de choix. Un corps sans risque est un corps sans liberté. Et une société qui prétend gouverner les corps au nom du bien finit par gouverner les consciences. Ce que la dystopie nous oblige à regarder, c'est cette tentation permanente de faire du corps un problème à résoudre, plutôt qu'un lieu à habiter. Dès lors que le corps devient une donnée à optimiser, à corriger, à sacrifier, il cesse d'être le support de l'existence pour devenir un outil politique. Et c'est précisément à ce moment-là que l'humain bascule dans une zone dangereuse. Car contrôler le corps, ce n'est jamais seulement contrôler des gestes. C'est définir ce qui est acceptable, ce qui est normal, ce qui mérite de vivre ou de disparaître. La dystopie nous rappelle alors que la liberté commence toujours dans la chair, dans cette capacité fragile mais essentielle à disposer de son propre corps, à accepter le risque, à éprouver le monde. Lorsque cette liberté disparaît, ce n'est pas seulement le corps qui est enchaîné, c'est l'humanité tout entière. Après avoir traversé la déshumanisation, la surveillance, la rupture du lien et la confiscation du corps, la dystopie pourrait s'arrêter là, dans un constat désespéré, froid, presque clinique. Et pourtant, elle ne le fait presque jamais. Même dans ses formes les plus sombres, même lorsqu'elle semble avoir refermé toutes les issues, quelque chose persiste, une fissure, un refus, un geste minuscule mais irréductible. La dystopie n'est jamais seulement un récit de l'écrasement, elle est aussi paradoxalement un récit de la résistance. Ce qui résiste, ce n'est pas toujours une révolution spectaculaire, ni un grand renversement héroïque.
C'est souvent une décision intime, un choix moral, un pas de côté. La dystopie nous rappelle que le pouvoir peut tout organiser, tout surveiller, tout contrôler, mais qu'il ne parvient jamais à éliminer totalement la capacité humaine à dire non. Cette capacité-là ne disparaît pas, elle se cache, elle se fragilise, elle se transmet autrement. Dans Hunger Games, Katniss n'est pas une héroïne au sens classique. Elle ne cherche ni la gloire ni la rébellion. Elle veut survivre, protéger sa sœur, rester en vie. Et c'est précisément cette absence de posture héroïque qui la rend subversive. Lorsqu'elle refuse de jouer complètement le jeu, lorsqu'elle détourne les règles, lorsqu'elle transforme un acte imposé en geste de solidarité, elle fissure le système. Son corps, que le pouvoir voulait réduire à un spectacle, devient porteur d'un message inattendu. La résistance naît ici, de l'empathie, de l'attachement, du refus de sacrifier l'autre pour se sauver soi-même. V for Vendetta met en scène une autre forme de résistance, plus symbolique, plus théâtrale. V n'est pas seulement un individu, il est une idée. Son masque efface son identité pour mieux la rendre partageable. La dystopie montre ici que le pouvoir repose sur la peur. Mais que la peur peut changer quand? Lorsque les individus cessent d'avoir peur, le système vacille. La résistance devient collective. Non pas parce que tout le monde est courageux, mais parce que la peur n'est plus isolante. Le film rappelle alors une vérité politique essentielle. Le pouvoir n'existe que tant que les individus croient qu'il est inévitable. Dans la planète des singes, la résistance passe par la conscience. César ne se révolte pas par instinct, mais par compréhension. Il apprend, il observe, il relie les expériences. Sa révolte n'est pas un déchaînement de violence aveugle, mais une réponse à l'injustice. La dystopie inverse ici les rôles traditionnels. L'homme humain devient l'oppresseur, l'animal l'être conscient. Ce renversement n'est pas là pour provoquer, mais pour poser une question fondamentale. Qu'est-ce qui fonde la légitimité du pouvoir? La force, l'intelligence, la domination? Ou la capacité à reconnaître l'autre comme un semblable? Même dans des récits plus désespérés comme Children of Men, où je suis une légende, la résistance existe, mais elle est fragile, presque invisible. Elle prend la forme d'un enfant à protéger, d'un lien à maintenir, d'un souvenir à préserver. Résister, ici, ce n'est pas vaincre, c'est empêcher l'extinction totale, c'est maintenir une flamme dans un monde qui n'y croit plus. La dystopie nous montre alors que l'espoir n'est pas toujours collectif ou victorieux, il est parfois solitaire, précaire, condamné mais nécessaire. Ce qui relie toutes ces figures de résistance, c'est qu'elles ne sont jamais parfaites. Elles doutent, elles échouent, elles ont peur. La dystopie ne célèbre pas des héros invincibles, mais des êtres ordinaires placés dans des situations extraordinaires. Et c'est précisément ce qui rend leur résistance crédible. Elle ne repose pas sur une pureté morale, mais sur une fidélité intérieure. Fidélité à une valeur, à un lien, à une idée de l'humain. La résistance dystopique est rarement une victoire totale. Elle n'abolit pas toujours le système, elle le fissure, elle introduit une dissonance. Elle rappelle que le monde aurait pu être autrement, et donc qu'il peut encore le devenir. En cela, la dystopie rejoint une intuition profondément philosophique. Tant qu'il existe un choix, même minime, tant qu'il existe une conscience capable de dire cela ne va pas de soi, l'humain n'est pas totalement vaincu. Ces récits nous invitent alors à déplacer notre regard. La résistance n'est pas toujours là où l'on croit. Elle ne prend pas nécessairement la forme d'une révolution visible. Elle se joue dans les marges, dans les gestes discrets, dans les décisions intimes. Elle se joue dans le refus de l'indifférence, dans la persistance du lien, dans la capacité à éprouver encore de la compassion dans un monde qui cherche à l'éradiquer. En ce sens, la dystopie n'est pas un genre du désespoir, mais un genre de la vigilance. Elle nous rappelle que la liberté n'est jamais acquise, qu'elle se défend rarement par des grands discours, mais par des choix quotidiens. Et que même dans les systèmes les plus verrouillés, il reste toujours une chose que le pouvoir ne maîtrise jamais complètement, la conscience humaine, lorsqu'elle décide de ne plus se taire. Il y a une raison profonde pour laquelle les dystopies continuent de nous fasciner, de génération en génération, sans jamais s'épuiser.
Ce n'est pas parce qu'elles inventent des mondes extravagants ou des catastrophes spectaculaires, mais parce qu'elles nous regardent droit dans les yeux. La dystopie est un miroir sombre, parfois cruel, mais d'une lucidité implacable. Elle ne nous montre pas ce que nous pourrions devenir un jour, elle nous montre ce que nous sommes déjà en train de devenir. Lorsque nous regardons Metropolis, 1984, Brazil, Children of Men ou Her, ce qui nous trouble n'est pas la distance entre leur monde et le nôtre, mais au contraire, la proximité des mécanismes qu'ils mettent en scène. La division sociale, la bureaucratie tentaculaire, la surveillance diffuse, l'isolement émotionnel, la perte du futur comme horizon commun. Tout cela n'appartient pas à la science-fiction, ce sont des réalités contemporaines, amplifiées, stylisées, poussées jusqu'à leur point de rupture, mais déjà reconnaissables dans nos vies quotidiennes. La force de la dystopie est précisément là. Elle rend visibles des processus qui, dans la réalité, sont trop lents pour être perçus comme dangereux. Nous ne vivons pas un basculement brutal vers un monde totalitaire. Nous glissons pas à pas vers des formes de normalisation toujours plus acceptables, toujours plus rationnelles, toujours plus justifiées. La dystopie nous montre ce glissement en accéléré. Elle condense le temps pour que nous puissions enfin voir ce qui autrement resterait invisible. Dans ce miroir, nos sociétés apparaissent comme obsédées par le contrôle. Contrôle des flux, des corps, des émotions, des comportements, des données. Non pas par goût de la tyrannie, mais par peur du désordre, par peur de l'incertitude, par peur de ce qui échappe. La dystopie nous révèle que cette peur est devenue l'un des moteurs centraux de nos organisations modernes. Nous voulons tout prévoir, tout mesurer, tout anticiper, quitte à réduire la complexité humaine à des indicateurs, des profils, des normes. Ce miroir révèle aussi notre rapport ambivalent à la technologie. Les films dystopiques ne condamnent pas la technique en elle-même. Ils interrogent la manière dont nous la chargeons de résoudre des problèmes qui relèvent en réalité du politique, du social ou alors du moral. Lorsque la technologie devient une réponse à la peur de l'autre, à la difficulté de vivre ensemble, à la souffrance relationnelle, elle cesse d'être un outil pour devenir un substitut. Et ce substitut, aussi performant soit-il, ne crée jamais du lien, il en simule l'apparence. Mais le miroir dystopique ne nous renvoie pas seulement nos excès, il nous renvoie aussi nos renoncements, notre fatigue à débattre, notre lassitude à résister, notre tentation de déléguer à des systèmes ce que nous n'avons plus l'énergie de penser collectivement. La dystopie montre des sociétés où l'ordre règne, mais où plus personne ne se sent responsable, où tout fonctionne, mais où plus personne ne répond de rien, où la normalité a remplacé la justice. Et pourtant, ce miroir n'est pas un outil de condamnation, il est un outil de lucidité. En nous montrant des mondes qui nous ressemblent, la dystopie nous offre une possibilité rare, celle de prendre du recul sur notre propre présent. Elle nous permet de poser un regard critique sur ce qui nous semble aller de soi. Elle nous invite à interroger nos évidences, nos conforts, nos sécurités. Elle nous oblige à nous demander si ce que nous appelons progrès ne masque pas parfois une perte plus profonde. Le miroir dystopique nous rappelle enfin que nos sociétés ne sont jamais figées. Elles sont des trajectoires, des dynamiques, des équilibres fragiles. Rien n'est inévitable. Ce que les films montrent comme des futurs possibles ne sont que des prolongements de choix présents. Et ce qui peut être prolongé peut aussi être réfléchi. Et ce qui peut être prolongé peut aussi être infléchi. La dystopie ne nous enferme pas dans une fatalité, elle nous rend à notre responsabilité. En ce sens, regarder une dystopie, c'est accepter de se regarder soi-même sans complaisance. C'est reconnaître que nos sociétés portent en elles des forces de déshumanisation, mais aussi des capacités de résistance. Que le même monde qui produit la surveillance produit aussi le refus. Que la même technologie qui isole peut aussi relier. Que la même organisation qui écrase peut être transformée. La dystopie, en tant que miroir, ne nous dit pas quoi penser, elle nous oblige à penser. Et peut-être est-ce là sa fonction la plus précieuse,
nous rappeler que tant que nous sommes capables de nous reconnaître dans ces récits, tant que nous ressentons ce malaise, ce trouble, cette inquiétude diffuse, nous ne sommes pas encore totalement devenus ce qu'ils décrivent. Le miroir est sombre, certes, mais tant qu'il reflète quelque chose en nous, il reste un espace de conscience. Et c'est dans cet espace, fragile mais essentiel, que se joue notre avenir collectif. À travers les mondes dystopiques, une impression persiste, tenace, presque inconfortable. Ces films ne nous ont jamais réellement parlé d'un ailleurs. Ils n'ont fait que déplacer légèrement notre regard, pour mieux révéler ce qui est déjà là. La dystopie n'invente pas les monstres, elle révèle des trajectoires. Elle ne crée pas des peurs nouvelles, elle met en forme celles que nous portons déjà, souvent confusément, au cœur de nos sociétés contemporaines. Si ces récits nous marquent autant, ce n'est pas parce qu'ils montrent des régimes totalitaires caricaturaux ou des futurs apocalyptiques spectaculaires, mais parce qu'ils décrivent des mondes qui fonctionnent, des mondes organisés, rationnels, sécurisés, efficaces. Des mondes où l'on vit, où l'on travaille, où l'on consomme, où l'on obéit. Et c'est précisément là que réside leur force philosophique. La dystopie ne naît pas du chaos, mais de l'excès d'ordre. Elle surgit lorsque la recherche de stabilité, de maîtrise et de confort finit par étouffer ce qui ne se laisse pas organiser. La liberté, la fragilité, le lien, le devenir. Ce que ces films nous apprennent, c'est que le futur n'arrive jamais brutalement. Il se prépare dans les détails, dans les compromis répétés, dans les renoncements que l'on juge raisonnables, dans les sécurités que l'on accepte, sans plus les questionner. La dystopie nous rappelle que le danger n'est pas toujours dans la rupture, mais dans la continuité, dans ce qui s'installe lentement jusqu'à devenir normal. Mais elle ne nous enferme jamais totalement dans le désespoir, car à travers tous ces récits, une même conviction affleure. Tant qu'il existe une conscience capable de douter, de ressentir, de s'attacher, rien n'est définitivement perdu. L'humain ne disparaît jamais d'un coup. Il s'efface progressivement, mais il résiste aussi, souvent là où on ne l'attend pas. Dans un geste de solidarité, dans un refus intime, dans une relation préservée, dans une parole qui ne se conforme pas. La dystopie ne nous demande donc pas de craindre l'avenir, mais de prendre soin du présent, de rester attentif à ce que nous faisons de nos corps, de nos liens, de nos libertés. Elle nous invite à ne pas confondre ce qui fonctionne avec ce qui fait sens, ce qui rassure avec ce qui élève, ce qui protège avec ce qui enferme. Elle nous rappelle que l'humanité ne se définit pas par la perfection de ses systèmes, mais par sa capacité à accepter l'incertitude, le risque, l'altérité. Regarder ces films, ce n'est pas se préparer à survivre à un futur sombre, c'est apprendre à habiter le monde d'aujourd'hui avec plus de lucidité, à repérer les seuils avant qu'ils ne soient franchis, à interroger ce qui nous semble aller de soi, à défendre, parfois maladroitement, cette part fragile mais essentielle de nous-mêmes, qui refuse de devenir un rouage, une donnée, un corps programmable. La dystopie, finalement, nous pose toujours la même question simple et vertigineuse. Dans un monde qui tend à tout organiser, à tout contrôler, à tout optimiser, qu'allons-nous choisir de préserver coûte que coûte pour rester humains? Et c'est peut-être dans cette question, plus que dans toutes les réponses, que réside sa véritable puissance.